Bonsoir. Présenter en quelques images la situation sociopolitique en République centrafricaine et la position de l'Église catholique dans la gestion de la crise en cours. La République centrafricaine au cœur d'une crise militaro-politique. Pour ceux qui ne le savent pas, la République centrafricaine est un pays au cœur de l'Afrique. À l'est de la République centrafricaine, nous avons la République du Soudan et le Soudan du Sud. Au sud, la République démocratique du Congo et la République du Congo. À l'ouest, la République du Cameroun et au nord, la République du Tchad. C'est un pays vaste de 622 000 km² avec une population estimée entre 4,5 et 5 millions d'habitants. Le drapeau de la République centrafricaine est constitué de 5 bandes de couleurs différentes qui, au sortir de la colonisation, voulait établir un État pour toute la région de l'Afrique centrale, ancienne colonie l'Afrique équatoriale française, avec les 4 pays de l'époque, le Congo, représenté sur cette bande par son océan en bleu, le Tchad avec son coton en blanc, le Gabon avec sa forêt équatoriale en vert, la Centrafrique, anciennement Ubangui-Chari, avec son diamant en jaune. Le rouge, c'est le sang versé par nos ancêtres. L'étoile jaune, c'est le signe de l'espérance vers un avenir meilleur. Cette ambition politique ne s'est jamais réalisée puisque les États-Unis d'Afrique latine n'ont jamais vu jour. La République centrafricaine, aujourd'hui, je peux le qualifier comme un pays fragilisé par de nombreux coups d'État, des rébellions et des mutineries, un pays politiquement instable, les Nations Unies, 198e sur 189 pays. Pourtant, le pays ne manque pas de ressources. Son sous-sol regorge d'or, de diamants, d'uranium, de fer, de coltan, forêt, des eaux abondantes, du pétrole. Et pourtant, depuis 2012, décembre 2012 jusqu'à ce jour, le pays traverse une grave crise militaro-politique dont les raisons peuvent être réparties en 3. Politique et mauvaise gouvernance, géostratégique et économique. En ce qui concerne les raisons politiques et la mauvaise gouvernance, il y a le sentiment d'exclusion nationale, le népotisme, la corruption, l'exposition du niveau de pauvreté, la stagnation du niveau de vie, la manipulation politique d'une population analphabète et le sentiment d'impunité. En ce qui concerne les raisons liées à la géostratégie, on pourrait parler de l'interférence des pays tiers, le positionnement géostratégique du pays et la rivalité entre des grandes puissances, notamment la France et la Fédération de Russie en ce jour. Pour les raisons économiques, le contrôle et la mainmise sur les ressources naturelles du pays, la prédation de l'économie, la passation de marchés en dehors de toute légalité constitutionnelle, l'imposition indue des taxes et l'exploitation illégale de ressources naturelles. Néanmoins, pour mieux vendre la crise
elle a été présentée comme une guerre de religion opposant chrétiens et musulmans. La composition des groupes armés et des rebelles pourrait justifier cette logique et soutenir cette impression erronée. En effet, les Séléka sont constitués majoritairement de musulmans et de beaucoup de mercenaires venus du Tchad et du Soudan. De l'autre côté, les anti-Balaka et les RJ sont constitués aussi majoritairement de chrétiens et des animistes. Le pays est quadrillé par les différents groupes armés qui exercent leurs lois en toute impunité sur la population civile. On estime à ce jour que 80% du pays, du territoire national, échappe à l'autorité effective du gouvernement. Loin d'un antagonisme opposant musulmans aux chrétiens, même si certains prétendent défendre des intérêts communautaires ou ethniques, les groupes armés prennent en otage les populations civiles, vivent à leurs dépens et les exploitent sans vergogne. Les effets de cette politique de terreur menée par les groupes armés sur l'État sont le sabotage de l'autorité de l'État, la mise en cause de la souveraineté de l'État, la mise en cause de l'intégrité territoriale et la destruction des archives publiques et privées. Sur la société de manière générale, l'insécurité et l'entrave à la libre circulation, beaucoup de déplacés internes et des réfugiés, des actes de vandalisme, l'analphabétisme et l'illettrisme, l'insécurité alimentaire grandissante, l'accès aux soins de santé limité et risques de santé publique, le sentiment d'impunité, des violations des droits humains, viols, exécutions extrajudiciaires sommaires, des personnes enterrées vivantes, des incendies des maisons et des villages. Quelques illustrations en images. L'Église catholique est au cœur de cette crise, dans un premier temps comme victime de sa propre générosité pastorale. L'Église a mis à la disposition des déplacés ces infrastructures qui ont subi certains actes de vandalisme. Il y a eu des attaques et des critiques non fondées contre l'Église par rapport à ses positions. La destruction des centres de santé, écoles, centres de formation professionnelle, les moyens de la pastorale sociale de l'Église, la profanation des églises, la destruction des presbytères courants, l'assassinat des agents pastoraux. On compte à ce jour 8 prêtres qui ont été tués depuis le début de cette crise. Quelques images. On pourrait se poser beaucoup de questions. Pourquoi tant de haine et de violence contre l'Église catholique? De ma part, je dirais, cette attitude se justifie par l'engagement de l'Église pour la justice, l'engagement de l'Église pour la promotion et la défense des droits humains, l'engagement de l'Église pour l'accueil des déplacés qui échappent au contrôle effectif des groupes armés, et enfin, la dimension sous-jacente de l'aspect économique de la crise qui profite aux groupes armés. Toutefois, le rôle de l'Église catholique est très déterminant. Par sa proximité pastorale, par la médiation, par les plaidoyers, par l'assistance humanitaire, la protection des droits fondamentaux de l'homme, la promotion humaine, l'assistance psychologique aux victimes,
l'appui au relèvement socio-économique et l'appui à l'éducation et à la santé. Quelques images d'illustration. La médiation est une partie très importante de la mission de l'Église. Beaucoup de personnes ont été blessées à cause de la crise. Quand tu vois ta maison incendiée, tes parents tués, assassinés, parfois, en dépit de la bonne volonté, on a envie de vengeance. Mais pour aller au-delà, il faut pardonner. Mais pour pardonner, il faut s'asseoir, se parler, faire la part des choses et aller de l'avant. Et la médiation, c'est un processus incontournable dans le pardon, le dialogue et la réconciliation à travers le dialogue. On ne peut pas mener cette médiation en excluant les groupes armés. Ce sont des acteurs importants dans la déstabilisation du contexte socio-politique. Donc, il faudra les inclure. Donc, quand nous organisons des rencontres de médiation, les groupes armés sont aussi invités. Et certaines médiations conduisent à la signature des accords de paix. J'en ai mené 2 dans le nord du diocèse de Bosangwa. Et là, la solution, les résultats concrets, la signature d'un accord de paix. Nous les rencontrons, nous parlons avec eux afin de faire la lumière sur la situation et alerter la communauté internationale afin que de véritables dispositions soient prises pour la protection des civils. Au cœur de cette crise, la visite pastorale du pape François en novembre 2015 a contribué à plusieurs égards à la décrispation de la situation sociopolitique du pays et favorisé l'organisation des élections apaisées en 2016. Quelques images de la visite du pape. Ici, l'ouverture de la porte sainte à la cathédrale de Bangui. Cette image, pour moi, elle est très importante parce que la visite à la pédiatrie de Bangui n'a pas été prévue dans le programme de la visite pastorale du pape. La pédiatrie, pour ceux qui connaissent Bangui, se trouve entre l'Institut de théologie protestante et la cathédrale. Donc, au moment où le pape passait de la rencontre avec la communauté évangélique à l'Institut évangélique protestante pour la messe avec les religieux à la cathédrale, il s'est arrêté à la pédiatrie. Il a touché du doigt la précarité des enfants et des mamans et touché par la compassion, il s'est engagé à réhabiliter, à construire un centre pédiatrique à standard international. Et cette mission a été confiée à l'hôpital Gesù Bambino de Rome. Le nouveau centre pédiatrique reconstruit par le pape a été inauguré il y a une quinzaine de jours. Fidèle à sa vocation, l'Église continue à témoigner en acte sa foi par la proximité pastorale
en dépit des nombreux prêts tant humains que matériels déjà consentis. La proximité pastorale, je le disais, les risques sont importants contre les agents pastoraux, les religieux, les prêtres, les religieuses. Ça reste un grand débat au sein de l'Église en Centrafrique. Faille-t-il rester ou partir? Et avec beaucoup de courage, de nombreuses congrégations sont restées en dépit des risques. Des prêtres diocésains sont restés en poste. Ici, c'est l'accueil chaleureux accordé à une communauté de religieuses qui s'était retirée un moment et qui revient. Les perspectives d'avenir. L'Église, dans toute cette crise, reste un gage de confiance pour la population. Il y a un besoin pressant de réhabilitation et de dotation en équipement des infrastructures vandalisées, centres de santé, écoles, centres de formation professionnelle et technique, presbytères et couvents. Il y a besoin de renforcement de la capacité des populations dans le domaine de la sécurité alimentaire, en microcrédit par la mise en place des petits projets de développement. La nécessité de renforcement de la capacité des populations dans le domaine de la cohésion sociale. Et enfin, une perspective de la paix avec le dernier accord paraphé à Khartoum et signé à Bangui le 6 février dernier. Que nous faudrait-il pour la réalisation de tous ces projets? Je dirais, besoin d'une ressource humaine honnête et compétente. 2. Un suivi rigoureux des projets. 3. La mise à disposition des moyens matériels et financiers. 4. La réhabilitation et équipement des infrastructures, presbytères, couvents, centres de formation technique et professionnelle, centres de santé et écoles. Voilà en peu de mots la substance de mon partage avec vous. S'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Est-ce pour quelle va être la position de ces personnes-là? Est-ce que ça va être pour soutenir, pour encourager? Est-ce que tout le monde sera honnête pour favoriser un avantage? Centrafricain, à ce que je sache, le CCFD travaille avec des associations des jeunes. Le CCFD a permis la mise en place d'une plateforme des jeunes au niveau de Centrafrique, appelée PICHCA, qui est établie à Bangui, qui travaille à Boda, dans le diocèse de Mbaïké, qui travaille à Carno et à Berberati, qui travaille à Boar. À Boar, ils sont impliqués dans l'accompagnement des Peuls. Des quoi? Des Peuls. Ah bon? Oui, ce sont un groupe de nomades qui font l'élevage des bœufs, Oui. en vue de faciliter leur intégration et une bonne cohabitation avec la population des paysans. À Berberati, ils travaillent maintenant pour le retour de cette communauté Peul et le retour d'une partie de la population musulmane qui s'était réfugiée de l'autre côté au Cameroun. Et la question de l'intégration de la communauté musulmane au niveau de Boda est aussi l'une des
l'un des projets portés par les jeunes de Pishka au niveau de Bouda, dans le diocèse de Mbaïki. À Bangui, les jeunes de Pishka se sont beaucoup impliqués dans la réalisation de petits projets de développement, l'accompagnement des groupements et autres. Le CCFD accompagne aussi la société civile centrafricaine par l'organisation des conférences permettant à la société civile centrafricaine de rencontrer d'autres sociétés civiles dans la sous-région, la société civile du Tchad, la société civile du Cameroun, où ils travaillent sur certaines thématiques en vue de favoriser la paix et l'intégration au niveau de la sous-région. Depuis un moment, avec le projet, l'initiative que j'ai initiée pour faire asseoir les groupes armés qui a abouti à la signature des accords de paix, j'ai sollicité l'aide du CCFD. Un document, aussi parfait soit-il, reste un document. On ne mange pas de document. Donc, comment accompagner cette population en souffrance pour se prendre en charge économiquement? Donc, du coup, le CCFD nous a aidés financièrement à mettre en place des petits projets de développement pour permettre à cette population en souffrance, aussi bien les groupes armés que la population civile, à trouver quelques moyens pour se prendre en charge. Et là, je suis en train de travailler avec le CCFD et le Secours catholique pour lancer un projet de développement agricole dans le diocèse de Bosangwa. Nous travaillons encore à ça. Voilà. Est-ce que c'est... qu'est-ce qu'ils cultivent exactement aussi? Il y a la culture vivrière, la culture de rente, le coton, le café. Ben, pour faire une bonne culture, il faut un climat de paix et de sérénité. Hein. Donc ils font avec ce qu'ils peuvent. Avec l'insécurité, les gens n'ont plus véritablement le temps de cultiver. Le passage des troupeaux de bœufs, je prends le cas du diocèse de Bosangwa, limitrophe avec le Tchad. Les bœufs traversent la frontière, arrivent chez nous. Bon, ce ne sont plus des peuls qui sont maîtres de ces troupeaux de bœufs, mais plutôt des gardiens de bœufs armés. Bon, quand ils arrivent avec leurs troupeaux, ils les lâchent dans ton champ avec leur kalachnikov à côté, et puis les bœufs détruisent ton champ. Toute la fatigue d'une année part en quelques minutes. Tu ne peux pas réagir. Si tu réagis, on te tire dessus. Tu réagis, on brûle ton village et ta maison. Donc, ça plonge la population dans une situation de précarité difficile. Donc, et je prends le cas du diocèse d'Alinda au centre est du pays. À un moment, à cause de l'insécurité, les femmes étaient accompagnées au champ par des éléments, des casques bleus du contingent burundais pendant une certaine heure de la journée. Et quand ce contingent a été retiré, il a été remplacé par des Marocains qui n'avaient rien à faire avec la protection de la population civile. Les femmes étaient obligées de partir, de changer leurs horaires pour partir au champ de nuit, de 20h à 3h du matin. Donc,
la volonté est là, le climat n'y est pas, donc on essaie de faire, mais la production, on est affecté. Hein. Tu ne peux pas produire autant que si tu avais la liberté d'organiser tes activités champêtres. Prise en 2013, les exactions étaient commises. On constatait malheureusement qu'il y avait une sorte d'omerta par rapport à tout ce qu'on vivait sur place. En tant que responsables religieux, nous avons fait jouer les contacts personnels que nous avons avec la conférence épiscopale de France, avec la conférence épiscopale des États-Unis, avec la conférence épiscopale d'Allemagne. Donc, et c'est dans ce contexte que la conférence épiscopale d'Allemagne, le CCFD, et une organisation américaine avait soutenu la participation de la société civile centrafricaine à un plaidoyer de haut niveau aux Nations Unies, au département d'État américain. Donc, je faisais partie de cette délégation. Le révérend pasteur représentant la communauté protestante faisait partie de cette délégation. L'imam représentant la communauté musulmane faisait partie de cette délégation. Et une dame. Donc, on a pu saisir l'occasion pour faire des présentations au Conseil de sécurité. On a pu rencontrer les différentes, certaines missions importantes représentées au niveau du Conseil de sécurité. Le contact, en ce qui me concerne, avec la conférence épiscopale américaine, m'a permis plus tard d'être invité au Congrès américain et de faire une présentation au Congrès américain par rapport à la situation en Centrafrique et au département d'État américain. Donc voilà, on a pu jouer sur, on pourrait dire, certaines opportunités pour faire écho à la crise en République centrafricaine et trouver certaines solutions. Le plaidoyer, c'est le grand moyen dont nous disposons pour faire écho à la crise en Centrafrique et espérer trouver une solution politique. La plateforme est très impliquée dans cette démarche.